Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis David Borac, professeur de culture générale au sein de la classe préparatoire ISP, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de proposition, de correction du sujet qui a été donné aux candidats au concours DSP, directeur des services pénitentiaires, en 2024, en culture générale, le sujet étant l'universalisme à la française doit-il être réévalué face aux faits communautaires. Je vais donc vous proposer, dans cette courte vidéo, une introduction, enfin une problématisation de ce sujet et les lignes directrices de ce qu'aurait pu être un plan, sachant évidemment qu'il ne s'agit que d'une proposition et qu'il est toujours possible de faire autrement, notamment en culture générale. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Donc voilà, il s'agit que d'une proposition. Alors c'est un sujet intéressant, c'est un sujet évidemment dans l'air du temps, la question universalisme, modèle communautarien ou communautariste qui renvoie peu ou prou à l'opposition un peu classique entre un modèle républicain à la française et un modèle multiculturaliste ou communautarien à l'anglo-saxonne, est un vieux débat. C'est aussi un vieux débat philosophique, mais qui a une certaine actualité au regard de ce qu'on pourrait appeler la question woke, au regard des polémiques récurrentes, notamment des polémiques récurrentes autour des questions d'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration qui vivent sur notre sol et qui se sont cristallisées récemment sur des questions comme le burkini, l'abaya, le voile. Bref, et qui renvoie in fine à la question du rapport aux communautés, aux identités, aux identités particulières des groupes composant la communauté nationale, et du rapport de cette communauté justement aux communautés particulières, qu'elles soient religieuses, ethniques, culturelles, et donc du droit que l'on accorde à ces communautés dans l'espace commun. Voilà, c'est toujours la première opération qu'il faut faire face à la culture générale, c'est quand même essayer de comprendre à quoi est-ce que ça renvoie avant s'engager sur des terrains plus philosophiques et plus complexes. C'est déjà d'abord pour comprendre le problème, vu que l'épreuve de culture générale est toujours une épreuve portant sur une question d'ordre poétique, économique, social, culturel, qui se pose à la société française. Pour comprendre le sujet et pour bien problématiser, il faut essayer de comprendre à quoi il renvoie, et c'est à cela que renvoie ce sujet dans notre actualité. Donc maintenant, je vais procéder de façon assez classique. Je vais proposer une introduction, accroche, définition, des éléments d'analyse, et puis ensuite je vous présenterai un plan détaillé, dirons-nous, pour voir quelles sont les idées que moi j'ai pu rassembler sur ce sujet et comment je les ai organisées. Alors, en accroche, on peut effectivement penser à des questions d'actualité, le burkini, l'abaya, le voile, et plus largement la question des frictions qui existent de fait aujourd'hui entre l'islam et la République, alors sans évidemment entrer d'une manière ou d'une autre dans un discours polémique, mais de constater que la question de l'expression de la religion musulmane dans la France contemporaine, héritière d'une tradition qu'on la qualifie de républicaine, pose problème. Alors, je dis pas par là que l'islam pose problème en lui-même, et d'ailleurs vous ne devez pas le faire, c'est une dissertation de culture générale, on vous demande une réflexion, pas une opinion, et en tout cas vous devez vous départir de tout propos polémique, mais de fait, puisque le sujet de l'islam et des musulmans et de leur rapport à la République entretient des polémiques récurrentes, notamment sur les signes religieux distinctifs. De fait, c'est qu'il y a une question que la société française se pose
à tort ou à raison, mais en tout cas, elle se pose. Donc voilà, et c'est l'exemple de la contradiction entre un modèle d'intégration et une philosophie de la communauté nationale qui se veut universaliste, c'est-à-dire d'envisager les individus comme dépourvus de toute appartenance particulière concrète, et de ne conférer des droits qu'à des citoyens, hein, c'est-à-dire l'individu pris dans sa qualité de membre de la communauté nationale, indépendamment de ses références particulières, identitaires, culturelles, religieuses, face à un modèle qu'on pourrait qualifier de multiculturel ou communautarien, plus anglo-saxon, où on reconnaît le droit des minorités à faire valoir leur spécificité y compris jusque dans l'espace public. Et c'est vrai que dans le cas français, les tensions se cristallisent le plus souvent sur la question de l'école, parce que dans la tradition républicaine, l'école est considérée comme partie intégrante de la res publica, de la chose publique, de l'espace public, et dont le rapport des minorités et de la règle commune ne se pose pas de la même manière que dans d'autres pays. Là encore, à tort ou à raison, vous pouvez avoir vos opinions sur le fond, c'est pas le sujet, il s'agit juste de constater que y a une question qui se pose à la société française, et on va essayer de l'analyser. Donc des définitions tout d'abord, et l'universalisme, et c'est vrai que c'est un sujet pas facile parce que c'est toujours un peu difficile de manier ces notions qui sont chargées de sens polémiques et qui font débat aujourd'hui. Alors l'universalisme, c'est un principe d'unité du genre humain. C'est considérer qu'indépendamment de la diversité des individus, des communautés, donc culturelles, ethniques, religieuses, de sexe, de genre, qu'on peut décliner non pas à l'infini mais assez largement, il y a d'abord un principe d'unité du genre humain. Il y a une humanité commune qui transcende ces appartenances particulières, et sur le plan normatif, ça va être c'est un isme le fait que nous rattachons, c'est une philosophie politique qui a pour finalité d'octroyer à tous les citoyens, à tous les humains, des droits, à raison de leur égale dignité humaine, à raison du fait qu'ils sont humains, et que le droit dépend de cette qualité d'être humain, et non pas de nos appartenances particulières, de nos ancrages particuliers. Et c'est vrai que donc, voilà, dans un sens républicain, politique, c'est l'idée que au sein de la communauté nationale, on ne connaît que des citoyens et pas d'individus particuliers, et que c'est ce statut de citoyen qui reçoit les droits, les règles, sans distinction quant aux particularités culturelles, religieuses, et ainsi de suite. Donc, l'universalisme, c'est une transcendance des différentes communautés particulières qui composent de manière empirique l'humanité, pour ne regarder que la communauté humaine en général, ou à l'échelle d'un pays, la communauté citoyenne. Parce que c'est vrai qu'en France, on a une conception civique de la nation, c'est qu'elle n'est pas liée à une identité particulière, elle est liée à l'appartenance à la communauté nationale et au souhait de participer et de vivre dans cette communauté, quel que soit votre horizon. Voilà pour l'universalisme. Donc l'universalisme, c'est insister sur ce qui nous rassemble. Il y a une idée du commun, que ce soit au niveau de l'humanité ou de la citoyenneté, une transcendance des identités particulières. D'autre côté, si on parle de communauté, de faits communautaires, la communauté, on peut penser à la célèbre distinction du sociologue allemand du début, de la fin du 19e et du début du 20e siècle, Ferdinand Tönnies, qui avait opposé communauté et société. Alors il pensait pas du tout, pas du tout, mais il pensait pas à cette question de l'universalisme. Il pensait la naissance des sociétés modernes comme des sociétés contractualistes composées d'individus par opposition aux sociétés, aux communautés anciennes où la partie prime le tout. Les communautés, c'est un ensemble social caractérisé par une unité absolue qui exclut la distinction des parties. Bref, il y a une primauté du tout sur l'individu, une forte ressemblance des individus unis par des caractéristiques communes.
qui sont des caractéristiques identitaires. Donc il y a une dimension de fermeture hein, dans la communauté. Aujourd'hui, le fait communautaire renvoie pas seulement au constat du multiculturalisme de fait de nos sociétés, hein, qui est un héritage de l'histoire, hein, de la colonisation notamment, et puis des échanges avec d'autres continents, d'autres pays, et qui voit que dans notre société cohabitent de plus en plus de populations aux identités différentes. Voilà. Et le fait communautaire, c'est pas seulement la constatation du multiculturalisme de fait de nos sociétés, ça renvoie aussi à l'existence au sein de la communauté nationale de communautés spécifiques, particulières, qui auraient une tendance au repli sur soi, à se relier par des phénomènes d'affinité identitaire, culturelle, religieuse, au détriment de la communauté nationale. Et il y a un mot pour désigner ça qui est apparu dans les années 90, qui est le communautarisme, hein, qui en France est toujours un peu désigné comme le plus grand des mots et qui désigne voilà, des formes d'autocentrisme d'un groupe religieux, ethnique, qui valorise ces différences avec le reste de la société au détriment hein, de l'appartenance à la communauté nationale, au commun, hein, donc, et notre communauté nationale, notre commun qui est voilà, fondé sur l'idée d'un principe civique, un principe universaliste, que la communauté nationale ne se fonde pas justement sur des caractéristiques identitaires situées, hein, chrétiens, blancs, nés en France, européens, mais sur l'adhésion à des principes, des valeurs. Indépendamment des caractéristiques de chacun. Donc voilà, tout ça pour dire que, et c'est là la première tension conceptuelle du sujet qu'on déduit des définitions, c'est qu'il y a une opposition entre deux modèles. Hein. L'universalisme refuse de considérer les individus par leur identité et postule l'égalité de leurs droits et envisage la communauté nationale comme une communauté civique, citoyenne, indépendamment de ses identités. De l'autre côté, le communautarisme postule l'appartenance indépassable des individus à un tout, et c'est un principe voilà, particulariste contre un principe universaliste. Et donc, voilà, pour problématiser le sujet, il faut bien constater qu'il y a un débat aujourd'hui en tenant ce qu'on appelle l'universalisme républicain hein, et du communautarisme ou du multiculturalisme, hein, qui est souvent pris comme un équivalent à l'anglo-saxonne, hein, de sorte que il y a des appels à réévaluer, c'est-à-dire à juger en fait, hein, évaluer c'est juger, hein, c'est-à-dire donc mettre en procès en quelque sorte l'universalisme, du fait de ces trahisons, parce que notre belle philosophie universaliste, elle n'empêche pas les discriminations, le racisme, l'inégalité entre les cultures, y compris sur le territoire national. Et elle a par ailleurs servi de paravent à la domination. Hein. La colonisation s'est faite, on va y revenir, au nom de l'universalisme, qui s'est compris non pas comme l'octroi et la diffusion de valeurs universelles des droits de l'homme, hein, et comme l'octroi à chacun indépendamment de sa couleur de peau ou de son origine, un même corpus de droits, mais a servi en fait à universaliser notre civilisation, autrement dit à les coloniser, à imposer notre modèle par la force, mais ce modèle s'est toujours imposé d'une part dans le sang et sans jamais octroyer les mêmes droits aux colonisés qu'aux colons, hein, dans la France coloniale. Il y avait il y avait un statut colonial. Donc c'est un universalisme dominateur et pas un universalisme conforme à la philosophie des Lumières qui est d'octroyer les mêmes droits à chacun à raison de son appartenance à l'humanité. Voilà, et puis on critique aussi l'universalisme pour son incapacité à regarder en face la réalité du racisme. Et donc, ça renvoie aussi au problème d'intégration que connaît la France, hein, à la question de l'altérité, de la relation de la communauté nationale aux communautés particulières qui composent la communauté nationale, qui existent de fait au sein de la communauté nationale plutôt, parce que la communauté nationale est indivisible, hein, mais au sein de cette communauté nationale, il y a des communautés de fait. Et voilà, il y a aujourd'hui l'émergence d'une revendication en faveur d'un respect de la différence, et l'universalisme serait sommé de faire place aux communautés, aux différences, aux particularités, voire même de leur accorder des droits spécifiques, au risque peut-être de remettre en cause
la possibilité même du commun et de voir la société se fragmenter en des sociétés particulières, en rompant l'égalité qui est de droits qui existe, en accordant à chacun des droits différents. Bon, c'est toutes ces questions qui forment le processus de problématisation du sujet et que je vais aborder dans le plan que je vais vous proposer. Donc, grand 1, l'universalisme, un idéal d'émancipation aujourd'hui critiqué, et grand 2, face au danger du communautarisme, la nécessité de réévaluer l'universalisme. Donc, grand 1, l'universalisme, un idéal d'émancipation critiqué, 2 idées principales. Grand A, l'universalisme est un principe d'émancipation et d'égalité des communautés. Grand B, l'essor des critiques contre l'universalisme au nom du respect de la diversité. Donc l'universalisme est un principe d'émancipation, c'est un principe d'égalité des communautés. Donc on va voir d'abord que c'est un héritage des Lumières, l'universalisme français qu'on qualifie d'universalisme républicain, c'est un héritage de la philosophie des Lumières. Mais parce que un des enjeux majeurs du combat contre l'Ancien Régime, c'était en effet l'opposition à un système caractérisé par les privilèges, les particularismes, les inégalités, les privilèges des corporations, des ordres, des nobles, et pour instaurer l'ordre démocratique, c'est-à-dire les mêmes droits pour tous, un état de droit pour tous les citoyens, il faut abolir la considération de ces privilèges et la nouvelle communauté qui naît, une communauté qui ne regarde pas chacun en fonction de son appartenance particulière, mais lui octroie par le seul fait de son appartenance à la communauté nationale le même corpus de droits. Et la traduction juridique de cet universalisme remonte à la Révolution française. C'est la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 89, qui affirme en son article 1er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, qui est la plus fondamentale des proclamations de l'universalisme. On peut aussi penser à l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789. Voilà, deuxième idée, l'universalisme réfute le racisme. L'universalisme, c'est l'idée, alors c'est ce que nous dit Francis Wolff dans un récent ouvrage, Plaidoyer pour l'universel, que l'humanisme, l'universalisme, c'est la même chose, c'est considérer l'humanité comme une communauté éthique, qu'elle a une valeur intrinsèque, qu'elle est source de toute valeur et que tous les humains ont une valeur égale. Et donc, les droits sont ainsi attachés à l'homme, peu important ses qualités particulières, et les êtres humains deviennent des sujets de droit en tant qu'ils sont des êtres humains. Donc il y a une communauté éthique qui s'étend à toute l'humanité, et l'universalisme rejette toute naturalisation, c'est-à-dire qu'on ne considère jamais les individus à raison de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur genre, de leur race. En principe, en théorie évidemment, et on va voir que dans les faits ça se passe pas comme ça, ou ça ne s'est pas toujours passé comme ça, et même encore aujourd'hui, mais c'est ça la théorie, le principe de l'universalisme. Et donc l'universalisme, qui est un humanisme, rejette le racisme, parce qu'on ne regarde pas les individus en fonction de leur naturalité, en fonction de leur peau, en fonction de leur sexe, en fonction de leur genre, on la regarde en considération simplement du fait qu'ils sont des êtres humains. Les droits ne sont pas attachés en fonction de votre identité, mais en fonction du fait que vous êtes un être humain. Pour autant, l'universalisme n'a pas pour but d'effacer les différences, ni d'imposer une unique manière de penser. Il protège et reconnaît aux individus le droit d'exprimer leur identité et leurs opinions, tant qu'elles n'empiètent pas sur celles d'autrui. Donc, l'universalisme réfute le racisme et garantit théoriquement l'existence du pluralisme qui peut s'exprimer dans la société. Et c'est une idée, l'universalisme, qui a eu une grande postérité, qui a inspiré la République avec la démocratisation progressive du régime, la modernisation du pays, l'accès à l'école publique, l'extension des droits sociaux, des droits accordés à des franges toujours plus importantes de la population. L'œuvre de la période révolutionnaire est prolongée par Napoléon Ier, le Code civil en 1804, s'applique à chaque Français, supprimant les législations particulières. C'est l'abolition de l'esclavage par Victor Schœlcher en 1848. C'est la décolonisation qui a été... alors si la colonisation a été inspirée par une forme dévoyée de l'universalisme, la décolonisation a été inspirée
par la théorie universaliste des Lumières, enfin les principes universalistes originels des Lumières. Voilà, et puis l'émergence du mouvement antiraciste dans les années 80, hein, qu'on a qualifié d'universaliste, qui se battait contre le racisme au nom de l'idée que justement nous sommes tous égaux en droit, hein, que nous ne sommes pas noirs, blancs, mais que nous sommes tous des êtres humains et en cette qualité égaux. Bon, grand B, l'essor des critiques contre l'universalisme. Donc bon, alors on peut se rappeler que l'universalisme des Lumières a été critiqué, remise en cause depuis son origine, hein, par le courant réactionnaire ou contre-révolutionnaire qui critiquait l'abstraction, hein, des Lumières, hein, par Karl Marx aussi, hein, qui disait qu'en réalité les droits formels de la DDHC sont des droits bourgeois parce que ça proclame le droit de propriété et que si en théorie ce sont de très beaux droits, ces droits viennent camoufler la réalité matérielle de l'oppression de classe, hein, et la protection de la propriété à l'article 17, c'est ça, hein, que vise Marx. Bon, et de fait, l'universalisme, deuxième idée, fut le paravent de l'impérialisme, hein, le projet visant à rendre universelles certaines valeurs a pu conduire à l'idée que toutes les populations n'étaient pas égales et pas tout à fait achevées dans leur humanité, et encore à civiliser, hein, et c'est comme ça que la colonisation s'est présentée de façon fort trompeuse comme un projet de civilisation, hein, et ce que Jules Ferry, hein, appelé à un grand ministre de la Troisième République, hein, appelé à apporter les lumières de la civilisation, hein, aux races inférieures. Et donc l'universalisme classique a servi de paravent à ça. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on entend sur la scène internationale, hein, des pays hors Occident qui nous disent, en fait, vos leçons de morale, c'est de l'impérialisme, hein, et vos droits de l'homme, c'est de l'impérialisme culturel. Encore aujourd'hui, hein, vous nous prenez de haut avec vos leçons tirées de vos soi-disant droits de l'homme. Bon, et d'ailleurs, il y a des limites, hein, conceptuelles et de fait à l'universalisme, hein, voilà, il y a des gens qui nous disent, mais en fait, vos principes universels, ils sont nés dans un espace situé en 1789, aux États-Unis, avec la Déclaration d'indépendance, en Angleterre, et vous les faites passer pour universels, mais en réalité, ce sont les droits, voilà, qui ont été rédigés en Occident par des hommes blancs, et vous les érigez en modèle pour tous, mais ça, c'est de l'ethnocentrisme ou de l'eurocentrisme. Par ailleurs, ce qu'on reproche à l'universaliste, c'est qu'il est ce qu'on appelle colorblind, aveugle aux couleurs. Hein. C'est que, refusant justement de considérer les gens dans leur détermination particulière, concrète, leurs identités, il s'interdit de penser le racisme et la discrimination. La République dit non, moi je veux pas savoir, je fais pas de statistiques ethniques, je veux pas savoir si vous êtes noir, arabe, ceci ou cela. Mais ce faisant, la République s'interdit un peu de reconnaître les individus dans leurs particularités et de penser la difficulté, ce qu'ils vivent en cette qualité, hein, d'individus situés avec telle caractéristique de peau, telle caractéristique culturelle, telle appartenance à tel groupe, telle religion, hein, et de fait, le modèle universaliste comporte sous certains aspects encore aujourd'hui, et en tout cas à différents moments de l'histoire, des angles morts, hein, ignorance des droits des femmes, statut inférieur des indigènes dans les territoires colonisés, fragilité du droit des minorités, et voilà, encore aujourd'hui, sur un plan statistique, on voit bien que les personnes issues de l'immigration africaine et du Maghreb et du Moyen-Orient, voilà, on affiche des voyants qui sont toujours dans le rouge, hein, en matière de taux de chômage, d'incarcération, d'écart de richesse. Donc voilà, la critique qui est faite à l'universalisme, c'est bien gentil de proclamer des droits, mais en réalité, il faut prendre des individus non pas en tant que citoyens abstraits et proclamer qu'on leur offre la même chance à tous, mais regarder concrètement leur situation à chacun. Ce qui m'amène au grand 2, hein, donc l'universalisme est critiqué, mais aujourd'hui on va voir qu'il y a ce qu'on pourrait appeler le spectre du communautarisme, le spectre du communautarisme, c'est-à-dire que au nom de la revendication du droit des minorités, au nom d'une revendication à un droit à la différence, il y a au bout de ce chemin un risque communautaire, hein, parce que c'est vrai que on est attaché au modèle républicain en France et que face à ce risque communautaire, hein, qui aboutirait à une fragmentation de la société,
ou développer cette idée, eh ben, il faut néanmoins réévaluer l'universalisme, hein, c'est-à-dire le retravailler pour qu'il soit au rendez-vous de ses promesses, que nous accordions vraiment à chacun, peu important, ses identités particulières, de femmes, de minorités, qu'elles soient culturelles, religieuses, ethniques, de sexe, d'orientation sexuelle, ben que chacun ait les mêmes droits pour de vrai, hein, pour que l'universalisme soit vraiment au rendez-vous de sa promesse initiale et ne soit pas le paravent du racisme, de domination. Donc, grand A, le risque du communautarisme, le spectre du communautarisme, grand B, universalisme, et diversité, une conciliation possible. Donc, le risque du communautarisme, on va commencer par se dire que l'idéal d'assimilation, hein, c'est-à-dire une sorte de fusion, d'acculturation des étrangers dans la communauté nationale, a vécu et a cédé la place à l'impératif d'intégration et puis à la valorisation de différence. Depuis les années 80, il y a une sorte de droit à la différence qui s'est affirmé, de droit à non seulement exprimer sa différence personnelle, culturelle, religieuse, ainsi de suite, mais non seulement de droit à l'exprimer, en plus d'exigence, de droit à la voir reconnaître, hein, dans sa particularité et reconnu dans sa légitimité et voilà, hein, avoir voilà, jusqu'à voir reconnaître des droits spécifiques aux minorités. Si je prenais un exemple typique, ça serait voilà la laïcité à l'école, de dire on aurait le droit de porter telle population a le droit de porter ces signes religieux dans l'espace de la République, voilà, justement au nom de son droit à la différence. Et donc, voilà, il y a ce spectre d'une société communautariste, ou enfin en philosophie on dit plutôt communautarien, communautariste c'est plutôt un mot polémique, ou multiculturel, et la grande référence de ça, c'est un philosophe canadien, hein, qui s'appelle Charles Taylor, qui a écrit Multiculturalisme, différence et démocratie en 1992, et qui nous dit que voilà, on vit dans une société où la demande de reconnaissance, hein, des individus n'a jamais été aussi forte, alors que voilà, que les gens veulent que leur moi soit reconnu, ils veulent plus seulement être reconnus comme citoyens abstraits ayant des droits, mais ils veulent être reconnus dans leur particularité. Et donc il faut aller jusque-là, parce que c'est le mouvement de la modernité, de faire place au libre choix des individus, de leur identité, et qu'il faut accorder des droits aux individus, non pas à raison de leur qualité de citoyens, mais aussi d'individus situés. Et donc il faut accorder des droits spécifiques aux minorités, et ça en fait dans la tradition française on considère que c'est dangereux, parce que d'une part ça permettrait à des groupes culturels de faire valoir leurs options contre la loi commune, hein, selon un régime d'exemption, hein, et donc il pourrait y avoir des contradictions entre la liberté des individus, qui est au cœur de notre pacte libéral, et celle des membres de la communauté. Et pour vous donner un exemple, c'est que s'explique la philosophe américaine Susan Moller-Hawkins dans un article Feminism and Multiculturalism, Some Tensions, hein, féminisme et culturalisme, des tensions, et elle note que la préservation des droits de certaines communautés religieuses peut entraîner une régression en matière de droits des femmes. En d'autres termes, soutenir et défendre le principe de droit culturel revient à accepter que des régimes d'exception existent dans le droit public au nom d'une appartenance revendiquée à une communauté particulière. Et c'est vrai qu'on sait bien qu'il y a des religions, enfin les religions en général peuvent tendre à un certain extrémisme, et que reconnaître des droits aux religions au nom de leur droit à la différence, au nom de droits des minorités, ça pourrait aller jusqu'à reconnaître à des religions le droit d'oppresser les femmes, ou de pas accorder au sein de la communauté le même régime de droit aux hommes qu'aux femmes. Enfin, on peut penser, il y a des visions un peu comment dire, aux homosexuels d'ailleurs, hein. Ça pourrait autoriser des religions dans le cadre de leur vie communautaire, à pas accorder le même régime d'égalité aux homosexuels que aux hétérosexuels, ou aux femmes qu'aux hommes, et ça pourrait même
l'exemple classique qu'on comprend, bon, qui est un exemple assez extrême, hein, c'est l'excision, hein, qui est en réalité l'expression d'une pratique culturelle, d'une communauté culturelle particulière, et l'excision, qui est donc la mutilation, hein, du sexe de la femme dans une sorte de rite de passage à l'âge adulte, hein, qui est mutilation, hein, enfin, ni plus ni moins, on impose qu'aux femmes et pas aux hommes. Faut-il laisser le droit à l'excision? Évidemment non. Hein, au nom du fait que c'est une pratique culturelle et qu'on n'a pas le droit, nous, en tant que blancs occidentaux, d'aller juger une pratique culturelle particulière. C'est souvent l'exemple un peu extrême qu'on prend pour illustrer ce propos, mais voilà, il montre cette contradiction. Et voilà, et donner des droits à des communautés religieuses, à des communautés qui se reconnaissent sur le fondement d'une religion, quelle qu'elle soit, ça peut aboutir parce que dans toutes les communautés religieuses extrémistes, hein, de quelles que soient les religions, voilà, on observe un système d'inégalité homme-femme, une oppression des homosexuels, et ainsi de suite. Et alors, au nom du respect du valeur de ces groupes religieux, il faudrait faire une entorse à la loi commune? Évidemment non. Premier risque, donc, hein, sur le droit des individus, sur la liberté des individus. Deuxième risque, pour la communauté nationale, pour l'intégration sociale. Hein, parce que la reconnaissance publique des cultures particulières conduit à cristalliser les spécificités de chaque groupe. Hein, et il y aurait, voilà, on envisagerait la communauté nationale comme une forme de juxtaposition de communauté, et non plus comme une communauté des citoyens, et donc il y a un risque tout simplement pour le vivre ensemble. Donc, grand B, il faut préserver l'universalisme, hein, parce que c'est l'universalisme théorique ou de principe, c'est-à-dire, je le répète, l'idée que chacun a les mêmes droits que les autres, hein, et que la société doit être au rendez-vous de ses droits. Il faut concilier universalisme et diversité, c'est-à-dire que on n'accorde pas de droits différentiels aux communautés en fonction de leur appartenance, mais on s'assure que chacune soit sur un pied d'égalité selon les règles du droit libéral. Et c'est vrai que voilà, il y a un malentendu, hein, sur le sens de l'universalisme. On confond un peu l'universalisme en tant qu'idéal et les crimes commis en son nom, et ceux qui, s'en revendiquant, l'ont trahi. Et d'ailleurs, la tradition universaliste a toujours condamné, hein, le mépris ou l'exploitation de l'autre au nom de principes universalistes. C'est ce que rappelle Svetan Todorov dans L'Esprit des Lumières. Hein. Il montre que déjà au XVIIIe siècle, divers penseurs dénonçaient l'esclavage sans équivoque, au nom d'une conception universaliste du droit. Hein. Le droit s'étend à tous. Montesquieu, Rousseau, Condorcet. Par ailleurs, il faut distinguer relativité des cultures et relativisme culturel, et bien avoir en tête que, évidemment, qu'on vit dans une société multiculturelle. Hein, il faut distinguer l'idée de dire il n'y a pas de valeur universelle et aucune valeur ne doit être universelle. Hein. Un humaniste est nécessairement un peu relativiste parce que on est plusieurs et il faut admettre l'humanité dans toute sa diversité, dans toute sa variété. Mais de l'autre côté, l'humaniste est nécessairement anti-relativiste parce que on condamne les pratiques barbares, inhumaines ou contraires à la liberté individuelle. Hein, donc voilà, faut pas il faut admettre le fait que il y a des expressions culturelles et des valeurs différentes, ça d'accord, mais ça ne peut pas mener à l'idée que toutes les valeurs sont relatives et donc on ne peut plus proclamer de valeurs valant pour tous, et les valeurs qui valent pour tous sont précisément ce corps de valeurs universelles, c'est-à-dire la liberté individuelle et le droit de chacun de s'enraciner dans une culture tant qu'il respecte le droit des autres et les principes de liberté et d'égalité, enfin bon, le corpus de valeurs républicaines. Et donc voilà, ça rejoint un peu au final l'idée du célèbre discours d'Aimé Césaire sur le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, hein, qui disait pas autre chose et qui reprochait au pseudo-humanisme d'avoir longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait,
sordidement raciste, et il ajoutait que l'Occident, dans le temps où il se gargarise le plus du mot, n'a jamais été plus éloigné de pouvoir assumer les exigences d'un humanisme vrai, d'un humanisme à la mesure du monde. Et donc ce qu'il nous dit, Ahmed Césaire, c'est que l'Occident s'est trahi au nom de valeurs universelles imposant la colonisation, mais il faut conserver l'héritage universaliste, hein, la philosophie universaliste, c'est-à-dire que nous avons tous et toutes les mêmes droits, et que on ne peut, dans une société, distinguer en fonction des appartenances particulières des individus, et qu'il faut faire vivre ces droits et s'assurer que chacun ait les mêmes en droit et en fait, et donc lutter contre le racisme, lutter contre la discrimination. Voilà. En conclusion, je dirais que l'universalisme est un processus toujours en cours, hein. C'est une tâche toujours pour laquelle il faut se battre. Voilà, chers étudiants, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous ayez passé ce concours, ou que dans le cadre de révision d'un autre concours, vous souhaitiez vous intéresser à ce sujet. C'est d'ailleurs toujours quelque chose que je recommande, hein, de regarder les vidéos que l'ISP met à votre disposition dans tous les concours, parce que les sujets de culture G sont toujours un peu du même type, hein, quels que soient les concours, donc c'est utile d'aller voir à droite, à gauche ce qui se fait dans les autres concours pour se constituer un peu une banque de sujets, et puis pour continuer à voir fonctionner la matière, fonctionner la méthodologie, voir comment on peut raisonner sur ces sujets. Sur ce, je vous souhaite bon courage dans vos révisions, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.